Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Pluraliste, le média d'alternative politique et de débat. Dans le cadre de l'élection présidentielle, on reçoit avec le média Le Dranche, et cette fois-ci Antoine, les candidats à l'élection présidentielle. Je vous laisse découvrir l'entretien mené avec Georges Kuzmanović du Parti République Souveraine. Alors vous êtes ici dans un nouvel épisode de Qui sera l'élu, l'émission dans laquelle on reçoit avec le Pluraliste tous les candidats qui l'acceptent en tout cas à la présidentielle 2022. Comme toujours, l'ambition pour nous c'est vous présenter le maximum de choses, le maximum de candidats et de candidates, dans l'objectif de vous permettre de faire un choix pendant cette échéance cruciale que sera l'élection présidentielle 2022. Et une ambition sensiblement identique aux pluralistes, puisqu'on fait le choix de s'intéresser particulièrement aux candidats qui sont peu reçus dans les grands médias, en se disant que dans ce contexte de défiance par rapport à la politique, il y a des idées et des alternatives à aller chercher de ce côté-là. Merci pour cette initiative, d'autant plus importante que je ne sais même pas si le problème, ce n'est pas tant les différents candidats qui ne sont pas écoutés, que les sujets qui véritablement intéressent les Français, en particulier le pouvoir d'achat, mais je pense qu'on y viendra. Et la parole publique est un peu trop trustée par 2 ou 3 sujets qui passent en boucle, malheureusement. En effet, c'est tout à fait juste. Pour démarrer, Georges Kuzmanović, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement, décrire un peu votre parcours professionnel, votre parcours politique, et nous dire un peu comment vous êtes arrivé en 2021 à vous déclarer candidat pour l'élection présidentielle de 2022. Allez, je vais essayer de faire succinctement, je ne suis pas sûr d'y arriver. Vous m'arrêterez. Ça marche. Si ça déborde. Très bien. Moi, j'ai 48 ans. Je suis marié et père de 3 enfants. Et j'ai une vie qui est assez complexe. Qu'est-ce que vous entendez par complexe? J'ai eu beaucoup d'expérience. Je ne suis pas... souvent, le personnel politique est sélectionné d'une manière très très spécifique. Il y a 2 grandes voies pour faire de la politique aujourd'hui. Pour être candidat, c'est soit vous faites toute votre carrière dans un parti politique, vous commencez tout jeune, à 20 ans, vous faites grouillot, puis à la fin, quand les plus anciens tombent, vous prenez les places et à 50 ans, vous finissez candidat pour être député, et ainsi de suite. L'autre grande voie, c'est de faire l'ENA, de sortir bien dans la haute fonction publique, d'intégrer un cabinet, puis après une banque ou une multinationale, et d'accéder plus rapidement au poste électif. Ça, c'est le parcours d'Emmanuel Macron. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça fait beaucoup penser au parcours d'Emmanuel Macron. Mais c'est pas le seul, Et moi j'ai une vie qui est un peu différente, j'ai une vie plus normale. C'est-à-dire que jeune, j'étais dans la galère, en raison de mes origines sociales. Donc j'ai dû travailler pour payer mes études. J'ai fait pas mal d'emplois, donc je vois ce que c'est que d'être ouvrier, en tout cas sur chantier, ou vendeur. Pendant longtemps, j'ai su ce que c'était d'être dans la galère. J'ai même travaillé dessus dans mes études sur les jeunes diplômés et le travail précaire, qui était déjà une réalité il y a 20 ans, mais qui bien évidemment maintenant c'est surdéveloppé, et je vois combien les jeunes ont des difficultés, en particulier les jeunes issus des catégories populaires. Donc longtemps j'ai su ce que c'était que d'avoir... c'est pas bien, le micro n'est pas au bon endroit. C'est bon comme ça. De se retrouver le 20, le 25 du mois à ne pas savoir si la carte bleue va donner de l'argent au distributeur. Politiquement, j'étais très vite engagé et soucieux de lutter contre les injustices sociales. Okay. Et donc je me suis engagé assez vite dans l'humanitaire à 21 ans. Coup de bol ou de malchance, je ne sais pas, ça a commencé avec le Rwanda, où je suis allé avec d'autres, bien évidemment, directement après le génocide, donc en 1994. Donc ça a été un choc profond, bien évidemment, et il s'en est suivi plusieurs années d'humanitaire, où j'alternais un peu d'études en fin d'année, mais surtout humanitaire, et puis je travaillais beaucoup de nuit pour financer les fins de mois, et c'était une expérience très structurante pour moi, comme pour beaucoup de ma génération qui ont fait ça, aussi bien principalement en Afrique,
donc soit donc au Rwanda, sur le lac Kivu en RDC, ou au Mali, et puis 2-3 ans en France, dans des foyers pour sans-abri. Et donc, j'ai pu voir et ressentir concrètement qu'est-ce que c'est l'exploitation quand on va tout en bas du système dans lequel on est, c'est-à-dire ceux qui à moins de 12 ans, creusent les mines, comme on le faisait ici il y a longtemps pour alimenter justement le truc qui sonne là, qui est mon téléphone, par exemple. Ça, c'est les mines dites de terres rares ou de coltan qu'on peut trouver autour du lac Kivu, ou la paupérisation dans des nations extrêmement riches comme la France, qui a commencé à s'accélérer déjà au milieu des années 90, en raison, on en reviendra peut-être, mais d'un système néolibéral qui fait que les inégalités se tendent, s'accroissent, et là elles sont en train de se tendre de manière extrême. Voilà. Donc moi ça m'a marqué, et j'ai voulu faire de la politique, parce que je me suis dit, je pense que les choses ne peuvent être changées que dans les pays puissants, et la France est un des pays puissants, y compris en ce qui concerne les pays qui sont, on dit, en voie de développement ou du tiers-monde, où souvent il y a une exploitation très violente des êtres humains et des ressources. Les choses ne peuvent s'améliorer que si le système est changé ici. Et donc je me suis engagé en politique de diverses manières, et principalement au parti de gauche. Quand Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti socialiste, j'ai rejoint en 2009, et j'y ai été jusqu'en 2018, en tant que militant de base jusqu'à secrétaire national, en charge des questions internationales et de défense. Alors pourquoi les questions internationales et de défense? Eh bien c'est parce que je suis analyste géopolitique, principalement de profession, maintenant, et que j'ai fait un service militaire. C'était les derniers wagons du service militaire, en tant qu'officier, et je me suis engagé après dans la réserve opérationnelle. En plus d'avoir vécu dans différents pays, voilà, j'ai une approche pareillement de manière très concrète de ce que sont les relations internationales, et pas de manière livresque ou sur dossier. Donc voilà, ce que je suis, c'est pour ça que j'ai un parcours un peu complexe, et je pense riche d'expérience, et qui est intéressant en ce sens-là par rapport au gros du personnel politique qui se présente pour la magistrature suprême. Et alors une question qui vient naturellement, là, pourquoi justement, alors, je ne sais pas s'il faut parler de sécession, mais en tout cas de départ du parti de gauche en 2018. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes porté par un mouvement, République souveraine. Voilà, qu'est-ce qui vous a distingué? Voilà, pourquoi l'envie de porter vous-même un mouvement avec un projet différent? Moi, j'y songeais absolument pas, en fait. Tout ce qui s'est passé est toujours une surprise, d'une certaine manière. On est aussi fait par les événements, et je fais partie de ces très nombreux cadres qui ont quitté la France Insoumise, ou qui sont partis de la France Insoumise, de ces cadres qui étaient là en 2017. Donc beaucoup ont fait le programme, qui est toujours soi-disant défendu par l'actuelle France Insoumise. Alors quand je dis soi-disant, c'est que des pans entiers du programme ont été profondément changés. Et moi, ma rupture s'est faite principalement sur l'Union européenne, et le rapport, comment est-ce qu'on aborde la question de l'Union européenne, et derrière elle, l'ensemble des traités de libre-échange. Il y avait une radicalité intelligente qui n'était pas de l'ordre du Frexit, qui était le plan A, plan B. Cette Europe, on la change ou on la quitte, qui était assez clair, et qui procédait de ce que Varoufakis, ministre de Tsipras en Grèce, quand ils ont dû subir le mémorandum, c'est-à-dire l'offensive imposée par la Commission européenne, par le FMI, par la Banque mondiale, quand ils ont dû subir cette offensive, Varoufakis disait on n'a pas de plan B pour résister à ces dictates. Eh bien, l'idée du plan A, plan B venait de là, et sur ce sujet, la France Insoumise, petit à petit, est passée du plan A, cette Europe, on la change, plan B, cette Europe on la quitte, au plan A et au plan A', c'est-à-dire cette Europe on la change ou cette Europe on la rechange. De l'intérieur, ce qui est un mantra des partis de gauche qui ont capitulé ces 40 dernières années. C'est-à-dire cette Europe on la change de l'intérieur, c'est l'idée du Parti socialiste qui évidemment n'a rien changé. C'est aussi un désaccord très très profond sur un des sujets centraux qu'est la crise climatique. Je pense qu'on va parler des crises tout à l'heure, mais on est confronté, et en particulier les générations qui viennent vont être confrontées à une série de crises
sont déjà confrontés à une série de crises très profondes, en particulier la crise climatique. Et celle-ci est une épée de Damoclès sur l'ensemble de l'humanité. On commence à le comprendre, les gens commencent à le ressentir, décidément. Décidément, c'est pas la journée vous du avez les téléphone. poches trouées. C'est la crise des poches. Et le problème avec la crise climatique est de décarboner l'atmosphère. C'est un enjeu sur les 2 générations qui vont suivre, donc sur 20, 40 ans, primordial pour l'ensemble de l'humanité, où qu'on soit. Alors on a fait un article il y a peu de temps là-dessus, on a un objectif qui est déjà défini pour 2050, de neutralité carbone pour 2050, donc l'objectif à 30 ans, il est clair, il est dans le cadre de l'accord de Paris. Le cap, je dirais, alors je ne sais pas s'il sera tenu, en tout cas, il a été fixé. Hein. Oui, il a été fixé. Mais il ne peut se faire sérieusement qu'avec le nucléaire. Il n'y a aucune autre option sérieuse de décarboner, pour décarboner l'atmosphère, surtout si on n'a pas envie de revenir au Moyen-Âge. On abordera les questions du nucléaire. Après d'autres sujets, moi j'ai un rapport plus régalien à la sécurité. C'est un sujet que je considère important, et en particulier important pour les catégories populaires. Donc, la France insoumise est revenue à des pudeurs de gazelle qu'on peut avoir à gauche par rapport à cette question de sécurité, alors que l'insécurité est un problème qui frappe d'abord les catégories populaires, de la même manière que la crise de l'hôpital touche d'abord les catégories populaires, que la crise de la justice touche les catégories populaires, que la crise de l'éducation nationale touche les catégories populaires. Parce que quand vous êtes riche, vous avez toujours les moyens de vous payer un prof, de vous faire justice, de financer votre santé dans des cliniques privées, ou de vous assurer une sécurité qui vous protège des problèmes du monde. Voilà. Et puis enfin, c'est la question de la laïcité. Je suis républicain strict, pour une laïcité sans aucun adjectif. Et comme je l'avais dit quand je suis parti en novembre 2018, la France insoumise a pris une tangente sur ce sujet, telle que même moi je suis surpris de voir où elle est arrivée sur ces questions-là. Alors que ce n'était pas du tout la position en 2017. Donc en tout cas, les 4 points que vous avez évoqués, on les retrouve effectivement assez clairement dans les éléments disponibles sur votre site. Donc c'est assez clair sur ces points-là. Et on reviendra sur ces 4 points d'ailleurs, probablement, dans les questions qu'on a à poser. Hein. Donc le parti République Souveraine, il a été créé en 2019. Vous avez une histoire personnelle qui est très ancrée à gauche. Comment est-ce que le parti, vous le positionnez sur l'échiquier politique ? Est-ce que le clivage gauche-droite, c'est une idée dans laquelle vous vous retrouvez et dans laquelle vous trouvez qu'il est pertinent de positionner le parti ? Alors moi, personnellement, je viens de la gauche. Ce serait absurde de dire le contraire. Non seulement je viens de la gauche, mais je suis né dans un pays... ma mère est française, mais mon père est yougoslave, et je suis né à Belgrade, à l'époque où Tito était encore vivant, et donc c'était le socialisme réel, même s'il était un peu adapté en Yougoslavie. Mais là-bas, le socialisme, en tout cas, la révolution avait triomphé. Donc je viens de ce monde-là. Mon père était un leader étudiant de 68 à Belgrade. Bref. Je viens de la gauche, et puis j'étais au parti de gauche, j'étais un dirigeant du parti de gauche. Difficilement dire que je ne viens pas de la gauche. Mais déjà en 2017, Mélenchon avait critiqué le clivage gauche-droite tel qu'il a entendu médiatiquement en 100 ans, et lui-même se plaçait dans une position populiste, qu'il a théorisé, le peuple contre l'oligarchie. C'est ça aussi que je regrette, qui est moins abordé maintenant par la France insoumise. Or, je pense que ce rapport peuple-oligarchie fait sens, et que le clivage gauche-droite tel qu'il a entendu médiatiquement n'a plus aucun sens. Et celui qui l'a définitivement rompu, c'est Emmanuel Macron, il y a 4 ans. On le voit dans son gouvernement, on le voit avec ses députés. Ceux qui forment sa majorité, ce sont des gens qui avant étaient au Parti Socialiste ou avant étaient chez les Républicains. Et visiblement, tous ces gens-là arrivent à fonctionner parfaitement ensemble. Et il y a une raison. Ce n'est pas juste pour avoir le pouvoir et gagner de l'argent. C'est parce qu'ils sont d'accord sur les points essentiels programmatiques. Ça se voit depuis 40 ans sur les questions économiques. Si les Français en ont tellement marre de la politique, ont tant de difficultés à s'y intéresser, qu'il y a tant d'abstention, c'est parce que depuis 35 ans, 37 ans, les partis politiques du gouvernement se succèdent en menant des politiques économiques qui sont les mêmes. Et
Emmanuel Macron est le parangon de ce système-là. Et donc, qu'est-ce que c'est que le bloc que représente Emmanuel Macron? Eh bien, ce sont ceux qui se considèrent européistes et mondialistes. Ce sont des gens qui vont privilégier l'oligarchie. Ce sont des gens qui vont privilégier le capital sur le travail. Ce sont des gens qui n'ont aucun problème et qui accélèrent la désindustrialisation. Si on me dit non, je dirais juste là récemment, Emmanuel Macron a trouvé intelligent de transférer toute l'usine de fabrication des moteurs Vinci qui se trouvait à Vernon dans l'Eure en Allemagne. Vous vous demandez bien pourquoi. Les moteurs Vinci d'Ariane 6, qui est un fleuron industriel français. Bon, on n'a jamais la réponse. Ce sont des gens qui sont atlantistes, donc ils sont d'accord pour une vision géopolitique où la France est à la remorque des États-Unis, dans le cadre de l'OTAN. Et ce sont des gens qui sont très très influencés par les États-Unis culturellement. Ce qui est une tragédie pour la France, parce que s'il y a un grand remplacement, le grand remplacement, c'est le remplacement idéologique qui nous vient du modèle anglo-saxon. Ça se voit dans le management d'entreprise, ça se voit dans la langue qui est utilisée, ça se voit y compris en politique. Et c'est bien là la tragédie. Et nous, on incarne un bloc populaire où peuvent se retrouver des gens de gauche et de droite. C'est pour ça que nous disons, avec De Gaulle, notre slogan c'est avec De Gaulle et avec Jaurès, ou c'est l'exact opposé. Nous, on est pour la souveraineté nationale, donc pour défendre l'intérêt du pays, plutôt que d'être européiste et mondialiste. On est pour la souveraineté populaire. La souveraineté populaire, c'est la démocratie. D'ailleurs, souveraineté nationale et souveraineté populaire, c'est ce qui est inscrit dans notre Constitution. Si on la respecte, si on respecte les 4 premiers articles de la Constitution, on devrait être en accord avec nous. Plutôt que de privilégier l'oligarchie, c'est-à-dire cette classe des 0,01% qui accapare toutes les richesses sur le dos des populations, pas que la population française. C'est privilégier le travail sur le capital dans la répartition de la richesse. Parce que depuis une trentaine d'années, ce sont les travaux de Piketty ou de Stiglitz, on voit que le capital, enfin les actionnaires pour faire plus simple, ramassent beaucoup plus d'argent et que ceux qui travaillent réellement, travail salarié, je suppose comme nous tous, gagnent de moins en moins en moyenne. On est plutôt pour la réindustrialisation et la relocalisation de la production. Nous sommes également pour l'indépendance du pays plutôt que l'atlantisme, donc une sortie pour commencer du commandement intégré de l'OTAN. Et puis on est pour privilégier le commun, donc les services publics, tout ce qui est bien commun, tout ce qui permet de vivre ensemble plutôt que cette tendance à la privatisation. Et je pense que dans cette manière de définir le clivage politique, je pense que je suis assez largement dans la réalité et qu'on voit très bien qu'on peut être anciennement de gauche ou anciennement de droite et se retrouver chez Macron, comme on peut être anciennement de gauche et anciennement de droite et se retrouver dans ce programme synthétisé que nous défendons en République souveraine. Ok, bon là on a abordé pas mal, là vous avez en résumé abordé beaucoup de points qu'on va aborder plus en détail après. C'est vous qui posez des questions. Oui, non, mais très bien. Mais en tout cas, c'est une réponse. En tout cas, Et si on reprend le livre très célèbre de Godard, parce que c'est intéressant, la politique telle qu'elle se vit en Occident en ce moment, il y a de très très bons analystes qui ont creusé tous ces ressorts. Chez nous, on a Christophe Guilluy. En Grande-Bretagne, on a Godard qui a écrit Les gens de nulle part et les gens d'ici. Aux États-Unis, c'est Thomas Frank. Voilà. Le bloc d'en face, ce sont les gens de nulle part, et nous sommes dans le bloc des gens d'ici. Ok. Voilà. Vous évoquez beaucoup donc ce cap d'il y a 35 ou 40 ans, à partir duquel il y a eu un mouvement de libéralisation de l'économie, sous l'impulsion de Thatcher et puis Reagan beaucoup. Oui. Mais pour autant, dans les années 50 ou 60, en France, c'était pas non plus la panacée pour les travailleurs comme situation. Bien sûr, vous avez entièrement raison. Mais en fait, il faut bien comprendre que tout ce qui se passe politiquement se fait dans un cadre global qui se résume ainsi. Jusqu'à la fin des années 80, le capitalisme était industriel et national. Il est devenu financier et international. C'est-à-dire, quand vous étiez détenteur de capital, un capitaliste, pendant toute une période, le gros de vos revenus provenait de choses produites dans des usines localisées quelque part. Vous pouviez être de la famille Wendel, vous pouvez être de la famille Renault, vous pouvez de toutes les grandes familles d'industriels français, faire partie des 500 plus grandes fortunes du pays, vous étiez aussi des gens d'ici.
Il n'y avait pas de système informatisé où l'argent se baladait sur des zéros et des 1 sur des comptes en banque. L'argent, c'était de l'or. Sortir l'argent du pays dans les années 80, c'était physique. Sortir les billets, sortir les lingots, les bijoux. C'est fini, l'argent, il se balade dans le cloud. On va parler d'Europe et de contrôle des capitaux. Voilà, de toute façon. Bien sûr. Et il y avait donc un rapport politique très différent. Alors, ça ne veut pas dire que tout allait très bien, mais ça se voit même dans l'architecture des villes où vous alliez, que ce soit, je sais pas, à Lens, à Maubeuge, à Mulhouse, je parle de villes industrielles qui étaient très industrielles, ben vous avez toujours sur une hauteur, vous avez les belles maisons, les manoirs, et puis un peu plus bas, mais pas très loin, à 500, 600 mètres, 1 kilomètre, vous avez les corons et les maisons des ouvriers. Et les classes populaires, pour qui ça n'allait pas si bien, comme vous le disiez, avaient un moyen de pression. La grève, la menace de la révolution, puis en plus il y avait l'URSS derrière qui était une sorte de contre-modèle. Et bon an, mal an, de grève en grève, de lutte sociale en lutte sociale, avec une obligation de négocier parce que l'appareil de production était dans le pays, eh bien les choses se sont améliorées quand même. Parce que vous dites des années 50-60, mais c'est 30 glorieuses. Tout n'allait pas bien, mais petit à petit, à partir du Conseil national de la résistance suite à la Deuxième Guerre mondiale, les choses se sont améliorées. On a construit un système de sécurité sociale, il y a eu la santé pour tous, système de retraite par répartition, et puis on a construit des grands ensembles qui à une époque étaient une révolution pour les gens qui venaient de la campagne ou qui immigraient. Tout à coup, ils étaient dans des appartements où ils étaient chauffés, il y avait de l'électricité, de l'eau chaude. Enfin, c'était extraordinaire. Les salaires s'amélioraient, le niveau général d'éducation du peuple s'améliorait, le diplôme. Donc là, on avait une évolution positive. Mais c'est parce que c'était ça le monde. Or, le monde est maintenant, le capitalisme est financiarisé et international. Ça veut dire que si vous êtes détenteur de capital, vous n'avez plus aucun intérêt à ce qui se passe dans votre pays d'origine. Vous pouvez être français, chinois, américain, russe, tout ça est secondaire. Vous êtes détaché des préoccupations de votre peuple d'origine. Ça n'est plus intéressant, parce que votre argent est ailleurs. Les usines ne sont plus, et les ouvriers qui travaillent dans ces usines ne sont plus en bas de chez vous. De toute façon, vous habitez à New York, à San Francisco, ou peu importe, à Londres, à Moscou. Vos capitaux font tourner des usines d'ouvriers qui se trouvent en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et c'est ça le grand changement. Et cette métaclasse, les 0,1%, quand il y a eu Occupy Wall Street, Occupy Oakland, quand il y a eu ici les mouvements des gilets jaunes à Nuit debout, tout le monde veut s'attaquer à ce 0,1%. Or, ce 0,1% existe. Ce sont des gens dont les intérêts ne sont plus ancrés dans un pays. Et c'est ça la grande différence. Et quand c'est plus ancré dans un pays, où pendant les années que vous avez décrites s'est installée une régulation, une répartition de la richesse qui était relativement stable, eh bien, vous avez la dérégulation. Et cette métacaste internationale, par les traités de libre-échange, par des institutions internationales, qu'elles soient vraiment internationales comme l'Organisation mondiale du commerce ou plus localisées comme l'Union européenne, œuvrent à casser les régulations des États-nations. Et spécifiquement la France, puisque la France est quand même le moule principal du concept d'État-nation, parce que la régulation, l'État-nation, c'est par l'impôt, par les réglementations, qu'elles soient sociales, écologiques, peu importe, contraignent le capital financier. Or là, nous sommes dans une situation d'explosion du capital financier qui se libéralise, il prend sa liberté, sur le dos des peuples, en cassant ces contraintes, en cassant ces régulations, d'où les écarts qui se tendent entre les plus pauvres et les plus riches, l'augmentation ahurissante même en France. En tous les ans, il y a des records du CAC 40 pendant la crise de la Covid, alors que beaucoup de 50% des Français disent qu'ils ont presque la tête sous l'eau. Vous avez des gens comme Pinault ou Arnaud qui augmentent leur fortune de 25-30%, qui est déjà délirante. Alors du coup, voilà. on va rentrer dans le cœur du sujet justement et des solutions que vous proposez pour réduire ces Mais il est important de comprendre, c'est parce que le problème vient de là. Préalable parce important. Que c'est ça, voilà. Donc, oui, les catégories populaires, ça n'a jamais été simple, mais le cadre dans lequel toutes les négociations, les discussions sociales se passaient a été rompu. Alors, il y a déjà des questions dans le chat. Alors, je pense pouvoir répondre à une des questions sur la 6ème République. Je pense que vous n'êtes pas favorable, particulièrement en tout cas à court terme, à une 6ème République. Ouais. On va d'abord monter d'un cran et d'une échelle et parler plutôt d'Europe. C'est un point important, vous l'avez dit. Vous avez parlé de traités, d'accord, donc on va parler de cette échelle-là. Pour essayer de clarifier un peu la proposition que vous faites, parce que vous
Vous ne faites pas de Frexit, alors je ne sais pas qu'on peut qualifier de dur, hein, par la voie de l'article 50 en tout cas. Je ne pense pas qu'il soit dur, mais... Alors, vous ne faites pas, dans votre programme, alors si on l'a bien compris, vous ne faites pas de Frexit par la voie de l'article 50, mais vous, en tout cas, à très court terme, vous dénoncez les traités. Oui. Vous faites prévaloir le droit français sur le droit européen, comme ça a été le cas très récemment en Pologne, par exemple. Et vous proposez un référendum au bout de 6 mois pour demander aux Français s'ils souhaitent sortir des traités, de l'Union européenne, de la monnaie unique. Hein. Et après, si le oui l'emporte, vous entamez du coup une sortie de l'Union européenne. Hein. Alors du coup, est-ce qu'on peut venir ça sur cette distinction entre la voie de l'article 50 et la solution que vous proposez, qui dans la forme ressemble beaucoup à ce qu'a fait l'Angleterre, hein, enfin le Royaume-Uni. Et surtout, alors, une question fondamentale pour nous, c'est parce que dans le même temps, vous évoquez la négociation de traités bilatéraux avec d'autres nations, d'autres puissances, hein, pour compenser un peu les accords commerciaux qu'on a dans le cadre de l'Union européenne. Hein. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous envisagez cette double négo, c'est-à-dire du retrait de l'Union européenne et dans le même temps des accords bilatéraux avec des pays qui pourraient peut-être voir d'un mauvais œil votre retrait de l'Union européenne? Je ne crois pas. Je ne crois pas que les peuples le verraient d'un mauvais œil. Okay. Donc je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a une explosion, on a une élite qui se détache des intérêts de son pays. Et elle est représentée politiquement. En France, elle est représentée politiquement par Emmanuel Macron. D'accord ? Donc évidemment, les différents Emmanuel Macron d'Europe, comme M. Romano Prodi, par exemple, qui dirige l'Italie, ou M. Olaf Scholz, qui est chancelier d'Allemagne après Mme Angela Merkel. Eux, ils ne sont pas d'accord. Mais leur peuple, je ne suis pas sûr, parce qu'ils ont les mêmes problèmes que les Français. L'Union européenne telle qu'elle existe n'est pas l'Europe, on soit bien d'accord. Moi je suis européen et ce serait difficile de faire plus européen que moi, parce que j'ai une grand-mère, j'ai un père qui est moitié tchèque, moitié serbe, et j'ai une mère qui est française, mais dont le père est né en zone allemande, parce que quand c'était occupé par l'Allemagne. Je suis très européen. L'Union européenne est un projet particulier de construction de l'Europe. Okay ? Il y en a eu d'autres. Alors pour choquer, bien évidemment, sans faire de comparaison, parce que ce n'est pas la comparaison, mais Hitler avait un projet européen. C'était pas terrible comme projet européen. On était en droit de résister à ce projet européen. Parce que c'était un projet complètement de fous, qui considérait qu'il y avait des races supérieures aux autres et qui ont engendré des massacres abominables, jusque dans les camps de concentration, de millions de gens. Il y a une destruction catastrophique pour l'Europe. Mais il avait un projet européen. Bon. Donc, quand on veut sortir, quand on parle de sortir, on parle de sortir de cette Union européenne-là. Et cette Union européenne-là est une Union européenne très très particulière. Elle est aussi construite d'une manière qui n'est pas qui ne va pas dans l'intérêt des nations et qui ne va pas dans l'intérêt des peuples. Ce n'est pas l'Europe que voulait De Gaulle, qui lui voulait une Europe des nations et une Europe des peuples. Bah, c'était le seul d'ailleurs. Enfin, en fait, il y a eu... Je pense que, en tout cas, en France, il a tenu bon longtemps. Parce qu'en 61 et 62, il proposait les plans Fouchet qui étaient refusés par les autres pays. Ça a été refusé par les autres pays parce qu'ils étaient plus avancés dans la trahison des élites, on va dire. La France a tenu mieux et plus longtemps, peut-être. Le fait est que donc cette Union européenne-là est construite pour maximiser les intérêts, justement, des 0,1%. On aurait pu la construire de 1000 manières différentes. Je prends un exemple, parce qu'il est parlant. C'est la question de la poste. L'Union européenne, parce que c'est un système qui promeut le néolibéralisme, considère que les services publics, c'est une mauvaise chose et qu'il faut privatiser. Donc ils se sont attaqués au système postal européen dans tous les pays et ont provoqué des casses sociales importantes, des mouvements de grève, des gens qui ont perdu leur emploi, leur carrière, leur avenir, leur outil, puisque la poste c'est important. La poste c'est un des premiers éléments de souveraineté dans les monarchies. C'est l'armée, la poste, la justice, lever l'impôt. Mise en concurrence de toutes les postes européennes, affrontement pour créer un champion européen qui affrontera FedEx. FedEx est américain, nous on a créé DHL qui se trouve comme par hasard
à Berlin. Résultat, toutes les postes nationales sont salopées, ça coûte extrêmement cher, on ne comprend pas comment ça fonctionne, et dans beaucoup de pays c'est bien pire qu'avec la poste française. Si vous avez une grand-mère qui est en Ariège, il faut qu'elle fasse 50 km pour aller poster quelque chose parfois, ou alors les coûts sont bien trop élevés. On aurait pu imaginer une européenne. On aurait pu imaginer une Europe qui s'intéresse au peuple, une Union européenne où les commissaires européens se réunissent et se disent « Tiens, si on faisait un service postal unifié public européen, et on prend le meilleur de toutes les postes publiques, et on leur met tous en uniforme, et puis ils ont tous le même macaron, et on prend ce qu'il y a de bien dans la poste allemande, la poste espagnole, anglaise, française, et on en fait quelque chose de fédérateur, où en plus les gens ne seront pas dégoûtés de perdre leur outil de travail et leur salaire. » Ça aurait été une autre Union européenne. Donc nous attaquons à cette Union européenne-là. Et donc on peut nouer, je pense, des relations bilatérales et multilatérales avec des pays, plutôt des peuples, dans chacun des pays européens, qui sont sur cette ligne-là. Et je pense qu'elle est majoritaire. Regardez, à chaque fois que l'Union européenne a proposé un référendum, à chaque fois, les peuples, qu'ils soient aussi différents que les Grecs, les Français, les Hollandais, les Britanniques, les Irlandais, et ainsi de suite, ils votent toujours non. Quelle que soit la question posée. Alors en fait, en 2005, il y a eu 4 référendums d'organisés en Union européenne. Donc effectivement, la France et les Pays-Bas ont dit non, mais les Luxembourgeois et les Espagnols ont dit oui au projet de constitution. Donc en fait, cette idée de nouer des relations bilatérales, elle s'entend, mais même si dans le fond les peuples sont d'accord, ils sont représentés par justement des élus qui peuvent s'opposer. Alors ça veut dire quoi? Vous imaginez que par exemple les peuples européens pourraient se mobiliser pour dire je suis convaincu que les peuples européens, la France a raison, on veut aller dans cette direction-là. Le seul cas particulier, c'est celui de l'Espagne, c'est parce qu'il doit énormément à l'Union européenne. Bon, le Luxembourg, ça compte pas. Le Luxembourg, c'est même pas la taille d'un département, et c'est un sorte de pays qui ponctionne tout son argent sur les impôts, qui fait un racket sur les impôts des autres pays. Parce que c'est l'ancien président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, qui était Premier ministre du Luxembourg quand ils ont organisé le dumping fiscal en Europe, en particulier à partir du Luxembourg. Non, l'Espagne est différente, parce que c'est une vraie nation, c'est un vrai pays, mais eux, ils devaient beaucoup à l'Union européenne, et les choses ont changé. Donc quand je dis que les peuples ne veulent pas que leurs industries soient sabordées, qu'il y ait du dumping social, qu'on détruise leurs services publics, qu'on ait des pays qui soient incapables de résister à des crises comme celle de la Covid. Je suis intimement convaincu que les catégories populaires de tous les pays européens ne se satisferont pas de cette dérégulation généralisée. Alors justement, je me parce que c'était par rapport aux très en lien par rapport à ça. Sur le Frexit, là. Il y a beaucoup de questions par rapport justement au Frexit dans le chat. Il y a même un débat qui s'est créé en interne sur l'exemple du Royaume-Uni. Certains disant, parce qu'en fait la question initiale c'est quel est le risque que vous mesurez à quitter l'Union européenne? Est-ce qu'il n'y aurait pas du risque d'un point de vue économique, financier, à quitter l'Union européenne? Et donc beaucoup de gens dans le chat prennent l'exemple de l'Angleterre, certains jugeant que c'est un exemple positif, que finalement l'Angleterre s'en sert pas si mal. Et d'autres qui jugent que finalement pour les classes populaires justement c'est pas vraiment une réussite. Donc voilà, la question générale c'est est-ce que vous pensez être capable de maîtriser les risques d'une sortie de l'Union européenne, de limiter la casse pour faire simple, et est-ce que l'exemple du Royaume-Uni vous semble un bon exemple sur lequel baser cette sortie? Et justement, c'est pour ça que on peut pas directement. C'est pour ça qu'on n'est pas pour un Frexit au sens où il a entendu, en particulier par M. Asselineau qui est venu ici, et qui est assez mécanique. C'est l'article 50, l'article 48, et voilà, tout va se faire. On a vu en Grande-Bretagne, justement, comment le Brexit a été compliqué, y compris pour ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne. Ça a failli ne pas se faire. C'est des négociations très très dures, considérant qu'en plus c'est une île, et que c'est un pays qui est moins intégré au niveau de l'Union européenne que la France, ne serait-ce que par la monnaie, puisque les Britanniques avaient gardé la livre, le pound, ce qui n'est pas le cas de la France, où il y a l'euro. Donc une sortie de type Brexit, séparation, est beaucoup plus compliquée. Et quand je dis qu'on n'est pas pour le Frexit, c'est que nous, on est pour rompre, et je pense qu'il faut rompre avec cette Union européenne-là. Et idéalement, il faudrait la dissoudre pour recréer d'autres coopérations. Donc l'objectif n'est pas tant de sortir, de s'enfermer, de se cacher et de dire oh, les autres faites vos affaires.
c'est de rompre cette logique qui a conduit à cette Union européenne-là. Or, mais comme cette Union européenne-là est faite de traités, il faut bien en sortir, il faut bien les mettre par terre et quitter, mais si possible collectivement, cette Union européenne-là et faire quelque chose d'autre. Et si nous prenons le pouvoir, on ne peut pas aller au combat en ayant... dans mon expérience militaire, je prends souvent cet exemple, j'ai fait l'école d'état-major pour les officiers de réserve, l'école militaire. Personne ne va à la guerre avec un seul plan. On ne peut pas aller à la guerre en disant mon plan c'est ça, c'est l'article 50, et puis nos troupes passeront par là, et on fera ci, on fera ça. C'est absurde. Ce qu'il faut, c'est être clair, c'est on veut rompre avec cette Union européenne-là, et les circonstances, les rapports de force, la situation économique, la situation géopolitique nous permettront de déterminer quelle voie sera prise. Ça peut être aussi bien une sortie en 24 heures. Bon, j'exagère, mais pourquoi faudra-t-il attendre 2 ans ? Et ça peut être une offensive sur la dette. Ça peut être une offensive sur l'euro. Ça peut être des négociations avec des pays, avec des partis politiques dans des pays qui seraient sur les mêmes idées, qui seraient en capacité d'accéder Alors pour bien comprendre et pour répondre à certaines questions, votre approche préférentielle, en tout cas, ça serait de partir en négociant avec d'autres pays pour vraiment refonder les bases complètement de l'Union européenne. Non, mais dès le début, on commence parce que la France, c'est la France, ouais. Et que c'est pas franchement la grande... D'abord, il n'y a pas la même intrication, je l'ai dit, que la Grande-Bretagne, mais parce qu'il y a beaucoup plus d'intrication et que la France est quand même un des éléments moteurs de l'Union européenne, et que nous sommes contributeurs nets maintenant, depuis que la Grande-Bretagne est partie, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais avant nous étions contributeurs nets à l'Union européenne de 7 milliards d'euros par an. Maintenant, on en est à 10,5, 11 milliards. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le sujet, c'est qu'en gros, la différence entre ce qu'on donnait en contribution au budget de l'Union européenne et ce qu'on recevait, effectivement, est passée d'à peu près 7 à 11 milliards d'euros. C'est ça, en gros. Voilà. Donc, si nous on dit non, ça assèche beaucoup de monde. Et tout à coup, tout le monde se met à réfléchir, est-ce que... on ne va pas juste laisser partir. De Gaulle avait la tactique, c'était la chaise vide. Quand on parle de refus d'obéissance, on peut faire comme font les Américains. On décide d'utiliser nos douaniers, de les mettre aux frontières et de bloquer tout produit qui serait écologiquement produit écologiquement d'une manière inacceptable ou socialement de manière inacceptable. Alors et on le bloque, point. On a un exemple très récent qui est celui de la Pologne. Donc ça s'appelle la désobéissance immédiate, directe. C'est pur et simple. Okay. Mais ça clarifie beaucoup la position. C'est déjà un élément de négociation, de rapport de force, okay. Et on voit ce qui se passe. Okay. Comment est-ce que tous les peuples d'Europe se soulèvent et disent mon Dieu, les Français, c'est horrible, vite, faut mettre des gens bien conformes. Ou alors, c'est d'autres choses qui se passent. C'est des mouvements sociaux qui disent mais oui, ils ont raison. Donc vous espérez. Et là, vous avez un levier d'action dans les pays où il y aurait des dirigeants comme Romano Prodi, comme Olaf Scholz, qui eux seraient bien sûr pour que rien ne change. Vous espérez un sursaut des peuples européens finalement. D'accord. Moi, je l'ai dit souvent, mais le moment militant le plus intense de mon existence, c'est quand les Grecs ont voté non au mémorandum imposé par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Alors que ça faisait 6 mois qu'il y avait des négociations. 6 mois qu'ils avaient le pistolet sur la tempe. Alors que nous sommes dans un contexte de 30-40 ans, plutôt de défaite de cette gauche-là, qui est la gauche qui s'occupe des petites gens, qui améliore les salaires, qui améliore les services publics, on est en défaite depuis 40 ans. Et bien là, malgré tout, et c'est un petit peuple, qui de toute façon peut être écrasé parce que c'est à peine 2% du PIB de l'Union européenne, eh bien il dit non, sachant le risque. Ça a été pour moi un moment très important. C'est possible, en fait. Et je répète, il n'y a pas que les Grecs. Chez les Italiens, c'est pareil. Maintenant, chez les Espagnols aussi, c'est pareil, parce qu'ils voient les conséquences de ce néolibéralisme, y compris chez eux, et dans tous les autres pays d'Europe. Et donc, et je pense que c'est là que c'est de la politique intéressante. C'est un rapport de force, c'est un combat, et se servir aussi des autres. La France a déjà fait ça. En 1789, quand on a proposé quelque chose de nouveau, nous avons une coalition des monarchies. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le processus après, dans le processus révolutionnaire, des guerres révolutionnaires, y compris des guerres napoléoniennes? Eh bien, c'est nous qui avons renversé toute la vapeur dans l'Union européenne, dans l'Europe et dans le monde. C'est le modèle qui est né avec la Révolution française qui a rayonné dans le monde.
En 1848, quand la révolution commence à Paris, c'est le printemps des peuples, et ça part dans toute l'Europe. En 1871, encore une fois, ça sera symbolisé par l'international et le drapeau rouge, mais regardez combien ça a rayonné. Donc moi, je serais dirigeant et membre des castes qui accaparent le pouvoir et la fortune. S'il se passe quelque chose en France de cet ordre-là, je serrerai les fesses. Bon, très bien. En tout cas, ça clarifie pas mal votre position par rapport à ça. On voit dans le chat, il y a des références au fameux plan A, plan B que vous évoquiez tout à l'heure. Hein. Alors, juste une question sur la Pologne, très rapidement pour conclure là-dessus. On voit la Pologne, il y a eu une approche assez semblable, hein, puisqu'elle a voulu faire prévaloir son droit national sur le droit européen, ce qui contrevient au traité européen. Hein. La réponse a été assez ferme de la part de l'Europe, qui a contraint une amende de 1 million d'euros par jour. Hein. Donc le bras de fer s'est amorcé. Il n'y a pas eu d'émulation au sein des peuples européens. La Pologne va rester un peu dans son bras de fer pendant un moment. Je pense que la présidence française de l'Union européenne ne va pas améliorer les choses de ce point de vue-là. Est-ce que vous pensez du coup que le poids de la France permettra de faire cette bascule que vous évoquez, contrairement à la Pologne, hein? Oui, mais les choses ne sont pas éthérées. Regarde, sur quoi la Pologne s'est révoltée? Elle s'est révoltée sur des sujets qui... Encore une fois, je suis pour la souveraineté, donc ils ont bien le droit. Mais les sujets sur lesquels ils ont voulu conserver leur indépendance par rapport à l'Union européenne, ce n'est pas exactement les sujets que nous, on défend. Et bien évidemment que dans bien des pays, les raisons pour lesquelles les Polonais ont réclamé leur souveraineté par rapport à l'Union européenne ne les a pas beaucoup intéressés. Par contre, s'il y a dans l'Union européenne quelqu'un qui veut reconquérir la souveraineté, tant populaire, tant nationale que populaire, pour refinancer les hôpitaux, refinancer les services publics dans leur ensemble, l'école, à mon avis, il y aura des clients dans toute l'Europe, y compris en Pologne, où ils ont bien souffert du néolibéralisme. Ok. C'est très clair et j'ai l'impression que le chat est content de la réponse qui, en tout cas, vous a trouvé assez claire. Hein. Eh ben, tant mieux. Alors, donc on envisage une sortie de l'Union européenne. Pourtant, quelle modalité de coopération vous envisagez avec les autres pays? Voilà, si jusqu'à aujourd'hui c'est très économique, sur quelle base ou avec quels objectifs les modes de coopération pourraient être envisagés, développés? Le monde a existé avant l'Union européenne. Hein. Même des rapports au sein de l'Europe ont existé. Vous avez des rapports où vous vous mettez d'accord avec des... Alors d'abord, il y a des choses qui sont très très simples. Qu'est-ce qui plaît à... Je reformule. Et quel secteur, enfin sur quel secteur de la société vous voudriez davantage coopérer avec les pays européens? J'avais bien compris. Ou peut-être même avec quel pays? Dans le chat, des gens qui évoquent les pays du Sud, les pays latins notamment. Oui, Est-ce qu'il y a une nouvelle configuration de cette poche économique qui se fait à l'aune de cette reconstruction? Plusieurs questions. Ouais. Donc, effectivement, j'avais compris le sens de votre question. Quand on demande aux gens qu'est-ce que vous aimez dans l'Union européenne, quelle est la première réponse qui arrive, et puis de très très loin? C'est Erasmus. Erasmus, voilà, qui n'est pas un projet européen, qui n'est pas un projet que de l'Union européenne, puisqu'on y trouve des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne comme la Suisse. Et vous savez que peut-être que Erasmus est extrêmement mal financé. C'est moins de 500 millions d'euros par an pour l'ensemble des pays européens. Ça devrait être à 4 milliards. Ça, c'est une collaboration où on ne devrait pas avoir de frontières, où on devrait avoir une possibilité donnée aux jeunes d'aller étudier, d'être financés pour leurs études, et pas que ce petit bonus qui est donné aux plus aisés des classes moyennes qui peuvent se permettre d'aller, qui à Barcelone, qui à Berlin, qui à Budapest, mais de donner à tous. Pourquoi, je prends l'exemple souvent, pourquoi est-ce qu'un jeune soudeur de Lens ne pourrait pas aller 6 mois à Porto ou à Milan? Pas parce que les Italiens soudent mieux ou les Portugais soudent mieux, mais juste parce que ça lui permettrait de découvrir l'Union européenne. Je pense que là, il y aurait une adhésion totale. Parce que c'est positif. C'est l'échange des savoirs, la connaissance. Également sur le scientifique. Tout ce qui est exploration spatiale, par exemple, tout ça sont des choses très intéressantes. Augmenter les coopérations scientifiques, mais qu'elles ne soient pas surdéterminé par la finance et c'est mon brevet, c'est le brevet, mais plutôt le partage. Ça serait très positif. Sur l'autre question que vous posiez, qui est plus une question d'ordre économique et industriel, évidemment que vu le type d'industrie et d'économie,
les pays latins, en tout cas France, Espagne, Italie, et peut-être même de l'autre côté de la Méditerranée, on pourrait avoir plus de coopération qui ferait plus sens. Mais quand on parlait, pour continuer là-dessus, quand on parlait de plan A, plan B, l'Allemagne a déjà un plan B qui lui est installé. L'Allemagne, les différents dirigeants allemands, au contraire, c'est très intéressant parce que c'est quasiment les seuls dans l'Union européenne, en tout cas au contraire des dirigeants français, ont maximisé les bénéfices de l'Union européenne pour leur pays, très très nettement. Et ils ont réalisé le projet géopolitique qui était le projet géopolitique de Bismarck. Bismarck, c'était le grand chancelier de Guillaume Ier ou II, je ne me souviens plus, des Guillaume, donc du Premier Reich allemand, qui avait imaginé le concept de Mitteleuropa, qui était l'intégration géopolitique et économique de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Or, depuis la réunification, depuis 1991, depuis les capitulations de la France, des dirigeants français face à l'Allemagne, elle a réussi. Les Allemands, les détenteurs de capitaux allemands, contrôlent plus de 50% des entreprises d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. C'est un système économique qui est coordonné et organisé autour de l'industrie allemande. Les Allemands ont, je ne sais pas si vous le savez, ont 37 000 douaniers, on en a 17 000. Et ils sont postés à leurs frontières. Et ils servent la chaîne logistique allemande. Les Allemands réarment. Quand nous on discute, est-ce qu'on n'a pas un budget de défense trop fort, il est autour des 34 milliards. L'horizon pour l'Allemagne à 2030, c'est 62 milliards. Très très élevé, très gros réarmement. Ce sont des gens qui ont 7-8 fois plus de lobbyistes à Bruxelles et à Strasbourg que les Français. Et ce sont des gens qui pensent leur position géopolitique en fonction de ce qui a été défini par Bismarck et qui est logique par rapport à la situation géographique de l'Allemagne et qui ont réalisé ce plan-là. Donc, le pays qui a le plus de dispositions pour sortir de l'Union européenne, en fait, c'est l'Allemagne et d'emmener tout un bloc. Voilà. D'ailleurs, les Allemands ont conservé leur Deutschmark, je ne sais pas si vous savez. Quand on est passé de l'euro, des monnaies nationales à l'euro, nous, on a tout passé en lance-flamme. En France, les Allemands ont tout conservé dans des hangars. On voit qui est prévoyant et qui ne l'est pas, et qui a des idées derrière la tête. À la gentillesse de nous préciser que c'est Guillaume II, du coup. Hein. Guillaume II, merci. Merci germanophile. Alors, on a beaucoup parlé d'Europe. Pour conclure sur le volet international, on va essayer d'ouvrir un petit peu au-delà de l'Europe. Donc, pour préciser, dans votre programme, on voit que vous préconisez une sortie de l'OTAN. Et aussi, alors ça dénote un peu plus peut-être d'autres programmes également, c'est un rapprochement. Alors, vous ne parlez pas d'alliés, mais en tout cas de partenaires, un partenariat avec la Russie. Hein. Est-ce que du coup, c'est une manière de repositionner un peu le positionnement géostratégique ou géopolitique de la France ? Est-ce que c'est un moyen, comme vous disiez tout à l'heure, de vous soustraire à la pression américaine, hein? Alors j'en parle pas tant que ça, non, c'est un... mais j'en parle effectivement. Alors j'en parle à nouveau, voilà, je suis géopoliticien et les cartes et la position des pays déterminent aussi leur géopolitique et leurs relations internationales. Et je rappelle souvent que la Russie, quel que soit le régime en Russie, et la France, quel que soit le régime en France, ont des intérêts géopolitiques communs qui se matérialisent assez nettement sur les 250 dernières années. On l'a vu avec Napoléon Ier et Alexandre Ier. Bon, ça a mal tourné parce que Napoléon, pour tout un tas de raisons, avec les Britanniques, enfin, on va passer, est allé brûler Moscou, puis ça a fini avec la Bérésina, voilà. Mais il y avait cette logique-là de partenariat. Après, donc, on avait un empire et ils avaient un système autocratique tsariste. Après, c'était la Troisième République, c'était Jules Ferry qui a passé des accords avec Alexandre III. C'est pour ça qu'on a le pont Alexandre III qui mène de l'Élysée aux Invalides. Au cas où vous vous demandez pourquoi il s'appelle le pont Alexandre III. C'est une coopération très forte. Puis ça a conduit à l'alliance militaire qui a fait que c'était notre allié durant la Première Guerre mondiale. Nous étions en République, c'était un régime autocratique. Et puis après, c'était De Gaulle qui était très proche,
des Russes, mais des Soviétiques. Bien évidemment, vous imaginez bien que De Gaulle n'était pas spécifiquement un grand ami du communisme, en particulier version soviétique, mais il y avait un sens géopolitique, c'est pour ça qu'il a noué des partenariats très poussés avec l'URSS. Et donc c'est dans ce sens-là que je dis que la France devrait nouer des accords, mais d'abord commerciaux, culturels et scientifiques avec la Russie. Mais surtout pas, évidemment, d'accords militaires. L'OTAN est un accord militaire. Quand on parle de sortir de l'OTAN, c'est pas par anti-américanisme. Moi, je suis un grand fan je suis très russophile et très américanophile. Mon auteur préféré est Jack London. Voilà. Mais l'État américain, en particulier comme puissance hégémonique, qui s'arrogerait le droit, dans un contexte de crise environnementale grave, d'avoir seulement 4,5% de la population mondiale et de s'accaparer 35 à 40% des ressources, en ayant la moitié du budget mondial de la défense, il y a un souci. Ça ne peut conduire qu'à des conflits. C'est une très mauvaise idée de rester dans l'OTAN, surtout quand on est français. Qui voulez-vous qui nous menace? Nous sommes une des dernières nations, si ce n'est pas la dernière nation européenne, à avoir une capacité militaire stratégique. C'est-à-dire qu'on peut se projeter, on peut aller faire la guerre aux autres. Puis non seulement on peut faire la guerre aux autres, mais on peut vitrifier la moitié de la planète. Je ne vois pas très bien qui peut nous attaquer, vu que nous avons la dissuasion nucléaire. Alors certains vous diront que maintenant les terrains d'opération se passent plus dans de la fibre optique et dans je suis d'accord. Ça c'est vraiment un autre sujet, mais je fais partie de ceux qui considèrent qu'on est en train de passer d'une dissuasion nucléaire à une dissuasion cyber, et que là, pour le coup, on est extrêmement en retard, en particulier à cause de notre alliance militaire avec les États-Unis. Mais donc, sortir d'une alliance militaire pérenne, parce que je rappelle que l'OTAN, c'était quand même une alliance qui était contre les soviétiques et le bloc soviétique du pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie ayant disparu il y a 30 ans. On ne comprend pas très bien l'intérêt de maintenir l'OTAN, surtout vu les immenses succès de l'OTAN. Parce que les interventions de l'OTAN, en général, laissent des pays, que ce soit l'ex-Yougoslavie, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit la participation en Libye, dans des situations catastrophiques qui engendrent des guerres et du terrorisme. Donc ça ne me semble pas une extrêmement bonne idée que de continuer dans cette voie. De toute façon, notre plus grand dirigeant du XXe siècle, le général de Gaulle, n'était pas dans le commandement intégré de l'OTAN, et a raison, c'est parce qu'il considérait que la France est une nation particulière, et comme lui, et là je vais peut-être vous surprendre, je considère que la France est une grande puissance. Pas une puissance moyenne qui parle au monde. C'est le niveau maximum de nos élites. On est une puissance moyenne. Non, la France est réellement une grande puissance, c'est pas une lubie. D'abord, nous sommes une nation cadre nucléaire. Nous sommes une nation cadre spatiale. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, il y en a 4-5. Nous avons un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous pourrions avoir une autonomie alimentaire quasi totale si on ne faisait pas les inepties que l'on fait avec l'agriculture actuellement. Mais nous avons la terre pour. La France a construit sa richesse sur l'agriculture. Dans un contexte de crise alimentaire qui arrive à grande vitesse sur l'ensemble de l'humanité, c'est un facteur de puissance. Nous avons la troisième langue d'influence dans le monde, et nous avons la deuxième puissance maritime, la deuxième surface économique maritime mondiale. Dans un contexte de course aux ressources qui est accéléré et qui va conduire à des conflits, c'est quand même, je pense, un vecteur de puissance. Et donc, en plus de pouvoir vitrifier la moitié de la planète en quelques minutes, je considère que la France n'a pas à être le vassal sur le strapontin de Washington, mais ce qui n'empêche pas d'avoir d'excellentes coopérations culturelles, commerciales et économiques avec nos très bons amis américains. L'émergence de la Chine, de l'Inde, qui ont des populations qu'on peine même à concevoir, vous incite pas à penser quand même que notre statut relatif de puissance a diminué? Je viens de vous donner les éléments de notre puissance. Par exemple, sur le spatial, on n'est pas tout seul. Ariane, c'est européen. Je ne sais pas si on va y arriver, mais un des sujets qui, moi, je considère fondamentaux, et si on aborde les élections présidentielles sans parler de ces questions-là, si on compte diriger ce pays sans considérer les crises qui arrivent, on n'est pas sérieux. On mène le pays dans une catastrophe grave. Une de ces crises qui arrivent est la crise alimentaire. Nous sommes quasiment 8 milliards d'habitants sur la planète. C'est-à-dire ça a doublé depuis mon année de naissance, 73. Incroyable, doublement de la population mondiale. Ça s'est fait grâce à
la révolution. Vous allez comprendre comment je réponds à votre question. Ça s'est fait grâce à la révolution dite verte, qui porte très très mal son nom parce que c'est une révolution hydrocarburée. Un certain Jean Covici en parle extrêmement bien. Là, il y a une augmentation colossale de la production agricole dans le monde grâce aux intrants chimiques qui viennent des hydrocarbures. Des machines qui permettent de mouvoir, qui sont mues par les hydrocarbures, et des transports maritimes qui permettent, et d'avions qui permettent d'envoyer de la nourriture là où d'être consommée, là où elle n'est pas produite. Tout ça va s'arrêter comme une voiture va rentrer dans un mur à 200 km/h. C'est en cours. Le pic de production hydrocarburée est atteint. On a déjà eu les premiers prémices en 2011 avec le printemps arabe qui, de facto, est une crise sévère alimentaire. La Chine, dans ce contexte-là, et l'Inde ont une population colossale, comme vous le dites, c'est 1,3 milliard pour la Chine, 1,3 milliard pour l'Inde, vont avoir à nourrir cette population. Ils vont se trouver dans des situations très très difficiles. Il y a déjà quelques années, alors la Chine est en expansion et en progrès, mais il y a quelques années, on en parlait assez peu, enfin il y a quelques années, il y a 3-4 ans, c'était 30 000 révoltes paysannes par an en Chine. Je ne sais pas si vous imaginez, 30 000 révoltes paysannes par an. Imaginez 30 000 blocs de gilets jaunes dans toute la Chine qui se révoltent parce qu'il y a des tensions internes sévères. Nous n'avons pas ces tensions internes. On en a parce qu'on a eu les gilets jaunes et parce qu'on a une caste au pouvoir qui s'accapare les richesses et détruit l'État et détruit la France. Mais on a les moyens de cette puissance-là. Et dans un contexte de crise grave qui arrive, small is beautiful. Donc vous pensez qu'on est plus résilient que ces grands pays aux populations monstrueuses, quoi. Exactement. C'est notre thématique écologique. Donc nous, on considère que c'est une des questions centrales qui surdétermine tout le reste, que vous soyez de gauche, de droite, gay, lesbien, blanc, noir, né en hémisphère sud ou hémisphère nord. De toute façon, on sera tous impactés. Et la France, par son génie industriel, par ses ingénieurs, par ses créatifs, par son agriculture, ses compétences nucléaires, spatiales, ses capacités de défense, a une réelle position de force en termes de résilience en temps de crise. Et c'est quelque chose que nous, on considère fondamental et qui, malheureusement, n'est pas assez pensé par les autres candidats actuellement qui se présentent à l'élection présidentielle. Ok, c'est clair. Bon, on a pas mal avancé dans le temps et on s'est beaucoup concentré sur la politique internationale, hein, sur la géopolitique. Il y a aussi beaucoup d'éléments dans vos éléments de programme sur la politique intérieure, bien sûr. Hein. Je ne sais pas vraiment par lequel commencer parce qu'il y en a tellement que... La référence au CNR qui revient beaucoup, vous envisagez vraiment de redonner une grande place au fleuron industriel français. Alors vous citez par exemple le secteur des transports, de l'énergie, des téléphones, de la fibre également que vous souhaitez nationaliser. Et la santé, vous avez une volonté de créer un pôle public du médicament. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça ? Donc notre mouvement politique s'appelle République souveraine. Le mot qui est important dedans, c'est souverain. Il ne nous aura pas échappé que le concept de souveraineté avant la crise de la Covid était considéré comme au mieux risible et au pire des horribles personnes d'extrême droite. La crise de la Covid a été un dessillage généralisé. Première crise, encore une fois, le terme de crise, a été un dessillage généralisé pour la population au point que celui qui s'aborde le plus la souveraineté industrielle française et la souveraineté politique de la France, M. Emmanuel Macron, est obligé de saupoudrer tous ces discours de souveraineté. On va faire un choc de souveraineté industrielle, on va rebâtir la souveraineté, ceci, cela. Parce que les gens se sont rendus compte que, mais on ne produit réellement pas de masques. On n'a pas le gouvernement ne peut pas appuyer sur de l'industrie pour qu'on produise des respirateurs qui fonctionnent. On ne peut pas faire ça. Au point que tout le pays est enfermé pendant des mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'ensemble du pays était enfermé. Je dis vous vous rendez compte parce que je prends souvent cet exemple avec la Corée du Sud, qui est comparable en taille, justement, parce qu'on parle de puissance. La Corée du Sud, je ne sais pas comment vous le considérez, mais je considère que c'est une puissance mondiale. On regarde des séries coréennes en France, je ne crois pas qu'on regarde trop maintenant de séries françaises en Corée, malheureusement. Eh bien, eux ont moins de 3000 morts sur la crise de la Covid. N'ont jamais fermé leur économie. Pendant un mois, ils ont fermé les discothèques.
ils sont nettement plus résilients, entre autres parce qu'ils ont une industrie qui est localisée et qu'ils ont un système industriel coordonné qui s'appelle les chaebols. Je vous laisse terminer, mais j'enchaînerai après sur la Corée. Les Zaibatsu au Japon et qui en France s'appellent les conglomérats. Conglomérats qui ont été détruits. Je prends toujours l'exemple de ce conglomérat extrêmement important qui s'appelle la CGE, la Compagnie Générale d'Électricité, qui existait jusqu'en l'an 2000, qui regroupait des entreprises, allez, on écoute bien, Alstom, Alcatel, Naval Group, Technip, quelques-unes des plus beaux fleurons industriels qui étaient dans une même énorme entreprise, qui coordonnait les efforts industriels avec un État qui était encore un tout petit peu, qui avait gardé quelques relents d'État stratège de l'époque de De Gaulle. Tout ça a été sabordé par les européistes, les mondialistes, tous ceux qui considèrent que les monsieur Tchuruk qui dirigeait Alcatel, qui considéraient qu'il n'y a pas besoin on va faire des usines sans ouvriers, qui ont tout délocalisé absolument partout. Résultat des courses, Alcatel a été acheté, ils ont sabordé ce conglomérat. Alcatel, qui était le leader mondial de téléphonie en 2000. Oui, ça ne sert à rien, les téléphones portables. Allez, on va vendre ça à Lucent, qui est une entreprise d'ailleurs largement détenue par la CIA. Ils ont pris les brevets. Après, ça a été refourgué à Nokia. Alstom, M. Macron l'a vendu à General Electric. Naval Group, c'est une catastrophe. Ils essaient de le revendre, le fondé par Richelieu, quand même, qui avait une vision de la puissance. On voit ce que c'est qu'un dirigeant qui aime son pays. On essaye de le revendre en particulier aux Italiens. Technip a été vendu. Les Français se sont rendus compte qu'on n'est pas en mesure de répondre. Les Allemands ont réussi à mieux répondre, en tout cas par exemple en faisant des respirateurs, que la France. Et donc, dès lors, la souveraineté industrielle est devenue quelque chose qui, ça fait sens. Les Français, à ce moment-là, se sont rendus compte, alors qu'il y avait des articles régulièrement, que plus de 900 médicaments sont en pénurie en France régulièrement. Moi, j'avais fait une intervention dans l'été 2019, donc quelques mois avant la crise, en parlant de ce problème, en particulier sur les corticoïdes. On a eu 3 semaines de pénurie en France de corticoïdes durant le mois d'août 2019. On est une grande puissance, la 5e puissance mondiale. Et là, les Français ont compris pourquoi. Parce que 80% des composés ou des médicaments sont fabriqués en Inde ou en Chine. Et là, on pose la question. Messieurs et mesdames les Français, et s'il y avait une crise diplomatique sévère, voire une situation de conflit avec la Chine, genre dans laquelle pourraient nous entraîner les Américains qui réorientent tout leur dispositif militaire dans le Pacifique, où on voit qu'on est bien en tension, où ils sont bien en tension par rapport à la Chine. C'était limite sous Trump, mais ça reste à cause de son verbe et de son expression, mais la situation est la même sous Biden. Qu'est-ce qui se passe, nous qui sommes alliés aux Américains, dans le cadre de l'OTAN, avec les composés qui proviennent de Chine? Imagine la pression. Le président chinois appelle le président français, il dit « Vous êtes sûr que vous voulez entrer en conflit avec nous? Parce qu'il n'y aura plus de Doliprane, puis il n'y aura plus de corticoïdes, puis il n'y aura plus rien du tout, puis vous allez mettre 4 ans à produire vos propres médicaments. » Vous imaginez comment on s'est mis dans une situation de faiblesse colossale. Les Français s'en rendent compte, et donc la réindustrialisation est une urgence pour être souverain dans des domaines extrêmement importants comme la santé. Donc oui, nous sommes pour la création d'un pôle du médicament et d'outils de santé français, national, public, avec des chercheurs extrêmement bien payés et des sites de production ici pour qu'on ne dépende pas des autres dans un contexte de crise qui va s'aggraver. Et je ne sais pas si on aura le temps, mais le plus grand problème avant le Covid-19 à l'OMS, c'est le NDM1, New Delhi Métallo-Bétalactamase 1, qui est une enzyme qui se greffe sur les bactéries et qui la rend multirésistante à tous les antibiotiques. Si ça nous tombe sur la coin de la figure et qu'on n'a pas remis en place un système, un pôle public qui fait concurrence aux multinationales pharmaceutiques qui ne font plus de recherche sur les nouveaux antibiotiques, on est réellement dans une situation de danger pour la société. Donc l'idée, c'est d'avoir un pôle qui fonctionnerait quand même en parallèle des entreprises. Oui, on n'est pas en URSS, on fait concurrence. De la même manière, on est pour faire un pôle bancaire public où on proposera en concurrence. D'abord, nous sommes pour revenir sur l'idiotie totale de Bill Clinton, qui a entraîné d'ailleurs toute la gauche derrière lui, à l'époque Schroeder, Jospin, qui a été de fusionner les banques de dépôt et les banques d'affaires, qui a été une des causes principales de la crise de 2008, dont on n'est toujours pas sorti,
qui font qu'on a des banques qui préfèrent jongler avec des milliards et parier sur l'économie réelle plutôt que de financer les PME et TPE. Bon, nous sommes pour déjà rompre ça. Il y aura des banques d'affaires et des banques de dépôt, et nous ferons une véritable banque publique d'investissement qui sera une banque de dépôt où les Français, vous, moi, les autres, pourront déposer leur argent, où il n'y aura que très très peu de frais bancaires, donc on fera concurrence au système bancaire privé, et dont les dépôts serviront à financer les entreprises françaises sous condition de création d'emplois en France. Vous dites, on n'est pas en URSS, mais donc il y a quand même certains secteurs que vous comptez nationaliser. Et par rapport à la santé, on pourrait dire que finalement aujourd'hui on est dans un modèle où pour gagner de l'argent, un laboratoire pharmaceutique il a quand même intérêt à ce qu'il y ait des gens qui soient malades, alors que si des personnalités politiques avaient comme intérêt que le niveau de santé globale de la population s'améliore, la logique ce serait de faire en sorte qu'on soit de moins en moins malade et que la santé dans cette optique-là n'aurait pas vocation à être rentable. On est bien d'accord. La santé n'a pas à être rentable, la santé sert à soigner les gens et à avoir une nation où les gens sont bien soignés. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes pour le passage d'une santé strictement de soins, qui est poussée considérablement par les laboratoires pharmaceutiques, à une santé de prévention. C'est-à-dire où vous avez une prévention meilleure à l'école obligatoire, au travail, avec une santé du travail efficace, et vous êtes obligé tous les 6 mois, tous les ans, de faire un check-up général. Comme ça, on vérifie, avant que vous vous retrouviez avec un cancer 4+, de vérifier qu'est-ce qui ne va pas pour prendre à l'avance. C'est ce qui se fait dans les pays scandinaves, où ils dépensent beaucoup moins en rapport PIB pour la santé, mais où l'espérance de vie en bonne santé est bien meilleure que partout, en particulier en France ou aux États-Unis. Là, c'est la privatisation totale. 60 ans tout juste, oui. C'est une catastrophe absolue. Bon. Donc oui, on est pour ça. Et il y en a un que vous avez oublié, c'est l'énergie. L'énergie, c'est fondamental, en particulier dans un contexte de crise climatique. Il faut qu'il y ait... on peut pas accepter la privatisation qui a été faite. On ne peut pas accepter les attaques qui sont faites à EDF actuellement, le projet Hercule, tout ça doit être arrêté, non seulement arrêté, mais revenir en arrière et faire une grande entreprise qui serait Énergie de France. Alors pour préciser pour les auditeurs, le projet Hercule, c'est un projet qui est un peu à l'arrêt là, qui consistait à vendre une partie du groupe EDF, ou à privatiser en tout cas une partie du groupe EDF. Il y a une question qui revient et qu'on s'était posée. Juste, je voudrais finir là-dessus, oui, parce que la perversité de la chose, c'est-à-dire que tout le monde, peut-être vous vous souvenez pas les plus jeunes, mais vos parents, on leur a vendu « Oh, vous allez voir, la concurrence sur l'énergie, ça va permettre de réduire les coûts de l'énergie ». Résultat des courses, on est à plus 12%. Et les gens qui sont dans la galère se demandent comment ils vont faire avec l'hiver qui arrive. Mais vous savez comment ça s'est passé? En fait, c'est que EDF qui produit l'énergie. Donc EDF produit l'énergie qu'il sous-vend à un prix inférieur au marché à des entreprises qui ne produisent rien et qui vous vendent vous plus cher ce que EDF vendait moins cher avant. Vous faites référence à l'ARENH, du coup, à la partie de la production nucléaire que le EDF est obligé de vendre effectivement à la concurrence. Et le pire concerne le nucléaire. Je comprends ceux qui ont peur du nucléaire. Parce qu'il y a eu Fukushima, parce qu'il y a eu Tchernobyl. Tchernobyl arrive parce que le politique et la doxa du système soviétique se mêlent de considérations de souveraineté populaire et de science. Vous avez des ingénieurs de l'industrie de Tchernobyl qui disent ce réacteur doit être fermé, il y a des problèmes. En plus, c'était des vieux réacteurs soviétiques qui il n'y a aucune chape de protection à l'époque. Ils n'en feront plus des comme ça, heureusement. Mais les têtes rondes de Moscou, à ce moment-là, décident que non, il y a une visite de je ne sais pas quel cacique qui doit aller à Kiev, il faut que tout brille et tout soit bien en état. Et celui qui dirige, le politique qui dirige Tchernobyl, qui a envie de monter en grade, non, il faut que tout tourne. Et à la fin, boum, ça explose. Le nucléaire est l'énergie de l'avenir face à la crise climatique, et c'est une énergie qui va donner la souveraineté à la France, et le jour où on maîtrisera la fusion nucléaire civile, ce sera un nouveau pas pour l'humanité. Mais il faut investir beaucoup et attendre encore quelques décennies, malheureusement. Mais si dans ce temps-là, on se plie nous aussi à la doxa néolibérale, ce qui est le cas avec Emmanuel Macron, on court à des risques de catastrophes sévères. Actuellement, on privatise tout,
on externalise et on a des entreprises qui ne dépendent pas de l'État, où vous avez des gens qui vont souder dans des cuves nucléaires. C'est délirant. C'est là où on voit comment est-ce que un rapport au monde qui n'est que totalement idéologique peut conduire à des sévères catastrophes. Donc bien évidemment, le nucléaire doit être entièrement contrôlé par l'État, par des ingénieurs formés dans nos grands corps d'État, polytechniques, mines, ponts et chaussées, et qu'ils doivent avoir un contrôle de A à Z, et que tous ceux qui travaillent dedans sont des ouvriers d'État jusqu'au dernier soudeur ou tourneur de boulons, et qu'on ne peut surtout pas privatiser ce genre de choses. Il faut préciser que dans le projet Hercule, la partie nucléaire aurait justement été renationalisée, mais en contrepartie, il fallait vendre une partie des autres activités du groupe. Mais ça, c'est du blabla, parce que après c'est du saucissonnage, c'est par petits bouts que ces choses se font. Donc là, on revient un peu en arrière pour le nucléaire, mais... Vous pensez que c'était un préalable à la privatisation complète du groupe, hein. Bien sûr, c'est fait comme ça pour tout, pour le poste, pour le rail, pour absolument tout. Ok, alors du coup, on va conclure un peu cette question de souveraineté, en tout cas économique ou industrielle, parce qu'il y a une question qui est arrivée dans le chat, mais qu'on s'est posée également, c'est, alors, vous renationalisez des secteurs que vous dites essentiels, donc l'électricité, l'eau, mais il y a aussi la volonté, alors on parlait du médicament ou alors du numérique. Est-ce que, la question qu'on s'est posée en préparant l'interview, c'est est-ce qu'on a, encore une fois, la masse critique en termes de savoir-faire d'utilisateurs, de capacité de recherche et de vente pour redévelopper des produits numériques pour faire concurrence à Google, ou, je vois, la question était posée dans le chat, pour redévelopper des médicaments quand parfois les coûts de développement atteignent plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'euros. Mais, même chose, enfin pour l'armement, aujourd'hui, il y a alors des projets donc avec l'Italie pour les drones, normalement avec l'Allemagne pour les tanks. C'est aussi parce que au fur et à mesure que les technologies se développent, les sommes à injecter sont de plus en plus colossales. Mais ça, c'est vous. Je suis désolé, mais vous véhiculez le baratin que vendent les néolibéraux. Bon, on s'excuse d'avoir été les porteurs de valises. Non, mais les drones en France, par exemple, vous avez un drone qui s'appelle Neuron, fabriqué par Dassault, qui est non seulement qui est dans les cartons, et qui est bloqué. Vous avez Safran, qui produit à 99%. Qui est un drone français, 99% parce que les micropuces qui sont dedans sont fabriquées par ST Microelectronics et qui est à 50% français, à 50% italien. Mais nos gouvernants ont choisi, Monsieur Le Drian, ont choisi non, on ne va pas privilégier l'industrie française, ça serait quelle idée étrange et loufoque. On va acheter des drones MAL et Reaper américains, qui ont la particularité tout à fait extraordinaire que quand vous les utilisez en tant que Français, alors que vous les avez achetés, vous devez demander l'autorisation à ce qu'ils soient utilisés sur un théâtre d'opération au Pentagone aux États-Unis. C'est là le niveau de vassalisation, c'est dans les contrats. Quand une information est saisie par le drone, dont on dépend maintenant totalement parce qu'on n'a pas produit les nôtres, eh bien l'information va d'abord aux États-Unis avant d'être retransmise à la France. Les États-Unis et cette métacaste qui ne veut pas d'État-nation ont eu besoin de casser certains États puissants comme la France. Et cette mutualisation dont vous parlez, qui est très très compliquée, il va être effectivement très difficile d'en sortir, c'est une mutualisation créée ex nihilo, juste pour rendre les choses ingouvernables pour ceux qui arrivent au pouvoir, ou en tout cas très difficile. Ça s'appelle un procès très spécifique, ça s'est fait il y a 13-14 ans, c'est né chez les fortes têtes chez les gens intelligents de l'OTAN, c'est le concept de Smart Defense. Et ils l'ont vendu. Mais pourquoi est-ce que chaque pays européen devrait avoir son système de chars, d'hélicoptères, de trucs? Mais mutualisons tout ça, c'est absurde, ça fera moins de dépenses. Quand c'est vendu comme ça, vous dites, bah oui, c'est sûr, on ne va pas tous faire les mêmes trucs, autant mutualiser. Et donc vous faites des méga entreprises, mais qui après rendent les choses très difficiles. J'en prendrai un exemple, c'est Nexter. Si vous ne savez pas ce qu'est Nexter, c'est une entreprise aussi auquel M. Emmanuel Macron a fortement contribué à privatiser. C'est une entreprise qui fabriquait nos chars Leclerc et qui fabriquait depuis les arsenaux royaux, on y revient, les canons Gribeauval qui nous ont donné la victoire à Valmy et à Napoléon contre l'Europe coalisée. Bon, eh bien on l'a vendu aux Allemands. Ah non, on l'a pas vendu aux Allemands, on l'a mutualisé avec l'entreprise Kriegsmeier-Wegmann, KMW, qui elle fabrique le char Léopard. L'appareil de production est parti en Allemagne, encore une fois. L'entreprise, cette fusion, est devenue privée et elle est installée, devinez où, aux Pays-Bas. Donc on ne récupère même pas les impôts. C'est génial quand même. Bah oui, dans ce cas-là, effectivement, c'est compliqué. Mais moi, je répondrai à cette question qui est très très légitime. Est-ce que vous y croyez ou pas? Dans les années 60-70,
au début des années 60, la Corée du Sud, dont j'ai parlé tout à l'heure, était une dictature militaire où il y avait une plus grande partie de la population était des paysans qui faisaient du riz et largement analphabètes. Bon, voilà. 50 ans, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous, vu d'où on part, et quand même le génie que l'on a, industriel, la France est une nation industrielle. Encore une fois, rendez-vous compte, on a fait Ariane, c'est le petit pays France, là, on a fait Ariane. C'est l'un des lanceurs, c'est le lanceur le plus stable avec ce que font les soviétiques. Et je rappelle que SpaceX, que tout le monde nous dit, c'est pareil, oh, c'est magnifique, SpaceX, c'est génial. SpaceX a 20 ans de commande publique américaine, le fuselage est indien et il utilise des moteurs russes. Non, nous on a fait nous-mêmes. Donc oui, je pense qu'il y a les ingénieurs, mais encore faut-il y croire, encore faut-il y financer, encore faut-il faire l'effort. Mais je pense que c'est faisable, et en particulier, j'ai travaillé dans une entreprise de haute technologie jusqu'à pas longtemps, en tout cas partiellement de haute technologie. Il y a des esprits brillants, juste il n'y a pas les moyens. Et on ne donne pas assez les moyens aux jeunes. Là, vous parliez de nationalisation, mais ça c'est le volet plus de droite. Je suis aussi pour une libéralisation de ce génie créatif-là. Il y a des jeunes, s'ils veulent faire s'ils veulent faire des entreprises, en particulier de haute technologie, nous on est prêts à aider, à coordonner, parce qu'il faut un État stratège qui coordonne le travail commun, et à défiscaliser totalement. 0 impôt pendant 5 ans, avec régulation. C'est-à-dire que c'est pas pour envoyer l'argent je ne sais pas où, et s'il y a création de l'emploi, si ça réussit, que ce soit en France. Et libérer un peu les énergies. Donc pour certaines choses, comme les centrales nucléaires, ou ce qui est du ressort de la survie de tout le monde, c'est-à-dire la santé, là il faut que ce soit quand même un contrôle d'État, mais pour d'autres choses, on peut, au contraire, ce qu'aiment bien dire les libéraux, libérer les énergies, en particulier les jeunes, car il va y en avoir besoin pour trouver des solutions face aux crises qui arrivent. Bon, malheureusement, on arrive quasiment à l'échéance du temps. Il nous restait encore une 250 questions. C'est trop court. De questions. Il y en a peut-être une en fait que j'aimerais bien poser. Alors, Sylvain, je te laisse une chacun. Une chacun, ouais, absolument. Alors, c'est pas forcément celle que j'avais le plus envie de poser, mais c'est un terme qui revient beaucoup depuis 2018. C'est le RIC. Donc le référendum d'initiative citoyenne, il est évoqué également dans votre programme, c'est que vous voulez redonner un peu de pouvoir aux citoyens, en tout cas de contrôle sur leur gouvernant. Alors pour faire très simple, c'est pourquoi c'est important, quel RIC? Est-ce que c'est uniquement un RIC constituant? Est-ce que c'est toute forme de RIC? Et à partir de combien? Voilà. Est-ce que vous pouvez donner quelques précisions et pourquoi c'est important d'instituer le RIC en France? Mais je pense qu'il y a eu une grande rupture dans le pays au moment du référendum de 2005 où le peuple français contre l'ensemble des médias, ou quasiment l'ensemble des médias et l'ensemble de la classe politique a voté non au traité constitutionnel européen et que la classe politique s'est assise dessus sur décision populaire en 2008. C'est une rupture et c'est là, je pense, que sont nés entre autres les Gilets jaunes et tous ces besoins tout à fait fondamentaux de participer à la vie publique. Je rappelle que les Gilets jaunes, Emmanuel Macron a dû faire une répression sauvage. On a pulvérisé les Russes. Poutine. 12 000 arrestations, dont plaintes préventives, 3 000 condamnations immédiates, 1 000 personnes qui ont fini en prison. La plupart n'avaient mais pas le début du commencement d'un casier judiciaire, ou avaient même participé à un quelconque parti politique avant. En même temps, les Black Blocs passaient plutôt tranquilles au milieu des manifestations. Quand la justice et la police veulent agir, ils peuvent agir, visiblement, il suffit de recevoir les bons ordres. Et malgré cela, il a fallu qu'ils fassent le grand débat, c'est-à-dire qu'ils fassent le tour partout pour faire le coq, mais il a fallu qu'ils fassent des cahiers de doléances, et qui ont très très bien marché. C'est la première fois qu'on le fait depuis 1789, tout ça a été enterré. Donc il y a une vraie demande populaire de contrôle de son destin. Et moi, donc, nous, on a repris le référendum d'initiative citoyenne parce que c'était un des dénominateurs communs de l'ensemble des Gilets jaunes, qu'il fait sens. On l'a intégré à notre fonctionnement au sein de notre mouvement politique. On a un référendum d'initiative militante. Donc, si un certain nombre de militants veulent changer des choses, les dirigeants ou des partis du programme, mais ils peuvent le faire. Donc, on essaie de jouer le jeu. Mais la base, pour moi, c'est les 4 premiers articles de la Constitution. Et l'article 3e, que je ne connais pas par cœur, mais en gros, la souveraineté nationale procède du peuple et s'exprime soit par ses représentants élus, députés, sénateurs, maires, ou soit par voie référendaire. Donc déjà, c'est déjà posé dans la Constitution. Je pense qu'il faut avoir une classe politique
du niveau de De Gaulle, qui lui avait utilisé le référendum, et quand il avait perdu, s'était retiré du pouvoir. Quand on voit les autres, Guignol comparativement, ce grand monsieur, il dit bah, j'ai perdu, je me retire. Et donc les dispositions de ce référendum devraient être telles qu'il soit réalisable sans que ce soit une paralysie permanente. Donc pas comme pour le référendum sur les aéroports de Paris, il fallait beaucoup trop de signataires pour que ce soit dans un temps trop court. Pour 4 millions, il me semble. 4 millions et demi, en 6 mois, c'est très 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 difficile. Enfin, c'est pas gérable, donc je pense qu'il faut au moins diviser par 4. Mais également, nous proposons dans notre programme électoral que tous les ans, de manière spontanée, en une discussion, parce que c'est un sujet qui émerge dans la société ou en discussion avec les Français, que tous les ans, il y ait un référendum sur une grande question. Pour que la démocratie, ce ne soit pas juste tous les 5 ans, on vote pour celui qui a le plus d'argent pour passer le plus à la télévision. Mais ce ne serait pas un référendum révocatoire, hein. C'est uniquement pour... Si, on peut imaginer aussi un référendum révocatoire, mais là on rentre dans le détail très très précis de comment les choses pourraient se passer, mais oui, on peut imaginer également des référendums révocatoires dont il faudrait bâtir les modalités justement avec le peuple. Okay. Mais en gros, ce qui est souvent, ce que j'ai lu, ce qui est proposé par ceux qui travaillent sur le RIC, je trouve ça très intéressant. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on a la République souveraine. C'est pour la reconquête de cette souveraineté pleine et entière qui se perd dans les pouvoirs oligarchiques. Et notamment la souveraineté populaire. Hein. Sylvain, dernière question peut-être. Alors vous revendiquez une forme de relance keynésienne de la société française, et pourtant j'ai du mal à concevoir comment ça peut s'articuler avec la crise écologique dont vous parlez très justement, parce que ça laisse l'impression qu'on resterait dans un modèle de société de consommation finalement. J'ai pas lu dans vos orientations programmatiques, par exemple, de critique de la publicité omniprésente ou de nos modes de vie d'occidentaux. Si, c'est peut-être un tort de notre part, c'est juste tellement évident que... Nous, ce qu'on propose, c'est justement un grand débat, pour le coup, public. Je ne sais pas si ça serait un référendum, mais un grand débat national sur qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas. Car dans le contexte de résilience face à la crise climatique, il y a bien évidemment ce que nous proposons. Donc, c'est un peu comme beaucoup, hein, c'est rénover le bâti pour qu'il soit moins consommateur thermiquement, mais aussi les canalisations, parce que ne propose personne. Les canalisations, ça s'est vu un peu à la Guadeloupe, parce que les Guadeloupéens en parlent, mais en moyenne, dans l'ensemble du pays, nous avons une perte de 20% d'eau dans nos canalisations qui doivent être changées depuis 10 ans. On a un énorme, et ça c'est une relance keynésienne. Vous imaginez changer l'ensemble des canalisations qui ont un siècle? C'est un travail absolument colossal qui demande une planification, qui demande une industrie. Vous imaginez s'il fallait qu'on achète tous les tuyaux à l'étranger, on va se retrouver dans une catastrophe de balance commerciale qui est déjà terrible, puisqu'on est autour de moins 84, moins 85 milliards par an. Et oui, il faudra de la modération, mais pas de la décroissance au sens... le terme est très très mauvais. Plutôt de définir qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas, et avoir justement, parce qu'on relocalise, une production qui est plus elle-même résiliente. On peut faire des machines à laver qui durent 15-20 ans. On n'est pas obligé de les changer tous les 5 ans. Mais ça implique de changer totalement le rapport à comment fonctionne la finance. Et que bien évidemment... des financiers vont préférer avoir des machines que les gens changent tous les 5 ans plutôt que tous les 20 ans. C'est beaucoup moins rentable, bien évidemment. Mais oui, la politique keynésienne consiste, en temps de crise, à faire ce qu'a fait Roosevelt aux États-Unis après la crise de 29. On a énormément de problèmes d'infrastructure. On a ce problème des canalisations, on a le problème du bâti. De toute façon, on ne construit pas assez de bâtiments. On a énormément de gens qui n'ont pas d'emploi. Il faut réindustrialiser. Tout ça demande des investissements colossaux consentis par l'État. Et donc, cela implique d'avoir, c'est une question que vous n'avez pas posée, mais qui est centrale chez nous, un rapport très particulier aux questions de la dette. Tant de la dette souveraine que la dette des ménages qui pèse sur les ménages, que la dette des entreprises qui empêche les entreprises d'agir. Je pense qu'il faut faire un grand nettoyage de la dette. Faire comme on fait la plupart des grands dirigeants de la France, c'est faire un audit de la dette et
eh bien, ne pas payer une partie de la dette, y compris des ménages, y compris des entreprises, afin de pouvoir se relancer. Comme ça a toujours été le cas quand on a fait défaut sur toute ou partie de la dette. Mais là, pour être clair, là, vous évoquez une annulation d'une partie de la dette. Exactement. Mais aussi, on parle souvent pendant les campagnes présidentielles, mon Dieu, la dette d'État, l'État est immortel, c'est pas très grave. Hein. Le Japon a une dette bien plus importante que la nôtre, ça tient le coup. Ce qui est beaucoup plus problématique, c'est la dette des ménages, qui obère le fait que les gens puissent vivre, et la dette des entreprises qui fait que les investissent moins, recrutent moins, elles se développent moins. La grosse question aussi, c'est qui détient la dette. Enfin, les Japonais peuvent avoir une dette faramineuse parce qu'elle est détenue en bonne partie par les Japonais eux-mêmes et qui ne dépendent pas nous aussi, elle est détenue beaucoup par les assurances vie. Oui, mais elle est aussi détenue beaucoup par les capitaux. Vous savez que la dette, c'est une chose merveilleuse pour ceux qui sont extrêmement riches. Et comme vous avez des milliards et que la crise financière arrive, il faut sauver cet argent, parce que c'est de la fumée. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez acheter que des appartements dans les villes comme Paris et faire augmenter les loyers, mais c'est limité. Paris, Londres, Moscou, New York, ça arrête vite. Le stock d'appartements et de belles maisons est limité, le stock de yachts est limité, le stock de tableaux est limité, le stock d'or est limité. Et un truc qui est illimité et qui est très très bien, c'est les dettes souveraines. Donc, ceux qui... Vous vous rendez pas compte, ce n'est pas que les États qui ont intérêt aux dettes souveraines, ce sont les multimilliardaires ou les grandes institutions financières ont des intérêts à la dette souveraine, parce que ça permet de sauver leur argent, tout simplement, même si elle est négative. Mieux vaut perdre 2, 3, 5% que tout perdre. Quand arrive une crise financière, avoir 30 milliards sur des comptes en banque signifie rien. Ce qui signifie, c'est détenir des dettes souveraines de pays stables, comme la France, en tout état de cause. Non, mais pour ça, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet, oui. Non, mais là, je vous invite à aller lire l'article qu'on a fait sur l'annulation potentielle de la dette détenue par la BCE, où on revient sur le principe de dette, le concept de rouler sa dette, les dettes souveraines des États, et ça vous en dira un peu plus sur ce principe-là. Et on reviendra aussi sur le niveau de la dette en France. On parle un peu aussi également du Japon, de qui détient la dette. Donc on vous invite à aller lire tout ça. Si je peux. Oui. Alors justement, la question, ou alors j'ai une conclusion. Il y a une question qui revient pas dans le chat, mais je ne sais pas si, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais il y en a qui s'inquiètent de savoir où est-ce que vous en êtes en termes de parrainage, qui veulent savoir où est-ce que vous vous situerez au dépôt des parrainages à peu près à la rentrée. La question plutôt que moi je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a un point important qu'on n'a pas abordé? Vous avez parlé de la dette. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé qui est vraiment crucial dans votre programme que vous voudriez aborder là? Oui. Alors je ne réponds pas au parrainage. Alors, je vous laisse la liberté d'y répondre ou pas. Non, mais nous, on est à 250. Ok, c'est un chiffre qui est évoqué effectivement dans le chat. Et ça va être très très dur pour la suite, pour la raison suivante, qui est un déni de démocratie qu'on doit à François Hollande, et qui a été validé par Emmanuel Macron. Depuis 2017, les parrainages sont publics. Avant, ils ne l'étaient pas. Pour des raisons tout à fait compréhensibles. Quand vous êtes maire d'une commune, et que vous devez refaire une route ou financer une MJC ou un projet de jeunes, peu importe, il y a un peu d'argent qui vient de la mairie, mais aussi du département, mais aussi de la région et aussi de l'État, et on veut froisser personne. Alors on ne va pas soutenir les gens dont on ne sait pas si le vice-président du conseil régional ne va pas être en bisbille politique avec, ou est-ce que chez moi ils sont plutôt LR, les autres qu'est-ce qu'ils sont, ou là ils sont plutôt PS. Et la plupart des maires, actuellement, en particulier les maires, répondent on ne soutiendra personne. On a interviewé des maires de villages et en fait ils disent que de manière concrète ils craignent beaucoup plus qu'il y a un article qui paraisse dans l'APQR et que leurs concitoyens viennent les chercher. Mais ça, je l'avais formulé comme ça, des candidats comme Poutou. On reçoit lundi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ou Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. Ouais. Lutte ouvrière présente chaque élection une candidate. Il n'y a pas 500 élus trotskistes de Lutte ouvrière en France. Hein. Ce sont souvent des élus de divers droites qui apportent leur soutien. Vous imaginez, et souvent parce que les élus des
campagnes sont souvent diva droite. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est classé comme ça. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas parce qu'ils sont trotskistes ou qu'ils soutiennent absolument tout le programme de lutte ouvrière. Souvent, c'est une relation entre l'élu et le candidat ou ses représentants. Il dit, mais moi je suis pour la démocratie et il est légitime que vos idées s'expriment. Voilà, c'est souvent pour défendre le pluralisme imaginez maintenant ça devient public. C'est Roger qui est dans un village d'une petite ville de 2000 habitants, rural, et puis ça fait Maurice, ça fait 15 ans qu'il a essayé de prendre sa place. Maurice a deux divas à droite, imaginons, il dit « Oh, mais l'autre, qu'est-ce que tu racontes, mais il soutient les trotskistes. » Bon, il n'a pas envie. L'autre va faire un papier dans le petit canard du coin, et c'est la catastrophe. Donc les maires ne soutiennent pas. Et le sujet que j'aurais aimé aborder, je l'ai fait rapidement, mais... et je vous remercie encore une fois pour cette invitation, comme tous ceux qui ont des médias parallèles, c'est qu'on a un barrage médiatique. Ah bah, c'est notre péché mignon pour certains. Encore une fois, je dis pas seulement sur qui est candidat, qui n'est pas candidat, mais sur les sujets. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que le sujet numéro 1 en France, pour 45% des Français, c'est le niveau de vie. Nous sommes actuellement dans une inflation réelle de 5%, qui n'a jamais été vue depuis 20 ans. C'est-à-dire que c'est au niveau du passage à l'euro. Les gens, contrairement à ce qu'a dit la télévision, le voient bien dans leur panier de courses. C'est que ça ne va pas. On voit bien les fruits et légumes, par exemple, les prix augmentent de manière délirante, mais l'ensemble des prix, en particulier alimentaires, la crise alimentaire arrive doucement, arrive dangereusement. Les gens, comme je le disais tout à l'heure, ont de plus en plus la tête sous l'eau, et c'est un sujet crucial qui n'est pas abordé. Et il n'est pas abordé à cause de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'on est dans un système qui est de plus en plus mondialisé et dont les conséquences, c'est que l'État dépérit, qu'il n'y a pas d'investissement en France, qu'il n'y a pas d'industrialisation et que ces problèmes sociaux concrets, de chômage réel qui est délirant, on est passé à 10 millions de pauvres. 10 millions de pauvres dans ce pays. On a eu 7 millions de personnes qui ont eu recours à l'aide alimentaire l'année dernière. 7 millions. Encore une fois, on est une grande puissance, 5e puissance mondiale. On a des jeunes qui font des étudiants qui vont à la soupe populaire. On a une jeunesse qui, à cause de la crise de la Covid, à cause du manque d'industrialisation du pays, à cause de la crise de 2008, et tout ça est aggravé par la crise de la Covid, ne vont pas trouver de travail pendant très longtemps. Et ne vont pas trouver de travail stable pendant encore plus longtemps. Et ce n'est pas comme si ça allait super bien avant la crise de la Covid. Avec tout ça, ce sujet-là devrait être central. On a 300 000 SDF dans la rue. Je vous ai dit, je travaille avec les sans-abri, j'ai vu la montée. Mais à une époque, en 96-97, on faisait des maraudes. C'était les premières maraudes avec Médecins du Monde. Mais on prenait le camion, il fallait tourner dans Paris. Mais il n'y a pas besoin de tourner dans Paris. Vous prenez un sac à dos de sacs, et vous descendez n'importe quel boulevard, vous pouvez passer la nuit à Paris, à nourrir, à aider les gens dans la rue. Ça va pas. C'est qu'il y a un vrai problème fondamental dans la société. En même temps, on a une explosion des ultra-riches. Et ce sujet-là, malheureusement, n'est pas abordé dans les médias à dessein, et on préfère insister sur les questions identitaires des uns et des autres, que ceux qui parlent d'identité française ou les autres qui parlent de créolisation. En tout cas, bref, on est dans des débats qui peuvent avoir un intérêt, mais ne peuvent pas monopoliser à ce point, alors qu'il y a une crise écologique, une crise climatique, qu'il y a ce problème du niveau de vie et qu'il y a des crises sanitaires qui arrivent, nouvelles. Ok, merci beaucoup Georges Kuzmanovic. Merci. On avait encore beaucoup de questions. Si vous voulez creuser un petit peu le projet de République Souveraine, je vous invite à vous rendre sur son site. Il y aura plein d'éléments. Alors, des éléments qu'on n'a pas abordés sur la question de la sécurité, sur la question de l'immigration justement, sur la question de la santé. Vous parlez de grande sécu notamment, de réserve citoyenne pour aider les chômeurs de longue durée, mais à une échelle service plus large. national aussi. Service national, soit civique, soit militaire, d'augmentation des salaires. Donc pour tout ça, je vous invite à aller sur le site de République Souveraine. Désolé de ne pas avoir pu poser toutes les questions. Il y a eu beaucoup de remarques et d'échanges, de débats en interne dans le chat. On s'excuse de ne pas avoir pu poser toutes les questions, mais c'était déjà très dense. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous verrez, il y a 2 éléments. Il y a une charte qui est en 20 points, oui, qui résume les choses sur le site. Charte République Souveraine, vous mettez dans un moteur de recherche. Et là, ce week-end, on va sortir 50 propositions. Ah ok, on les a vus à venir. Oui,
vu ça. Et ça va sortir sur le site également. Voilà. Bon, très bien. On vous invite à aller consulter tout ça. Merci vraiment pour les messages et pour la participation. Pour notre part, on se donne rendez-vous vendredi matin pour la grâce matinale hebdomadaire, qui sera animée par je ne sais pas qui encore, mais à minima par Florent. Et on se donne rendez-vous avec Sylvain et le pluraliste lundi prochain à 17h. 17h15 avec Philippe Poutou qui est donc le candidat du NPA et qui du coup sera la prochaine personne qu'on reçoit dans le cadre de cette émission. Qui sera l'élu? Philippe Poutou qui avait fait la meilleure réplique, je crois, une des meilleures répliques de la précédente présidentielle. Lors du débat entre les candidats. Oui. Non, c'était Marine Le Pen. Il n'y a pas d'immunité ouvrière, c'est génial. Il n'y a pas d'immunité ouvrière. Pour le féliciter pour... Il avait fait une prestation en tout cas très remarquée effectivement pendant ce débat. Georges Kuzmanovic, merci beaucoup pour votre temps, pour vos réponses. Et encore une fois, bonne chance pour la chasse au parrainage. Et on vous dit, je l'espère, à bientôt. Merci. Très bonne soirée à tous. Sylvain, peut-être un petit mot de la fin? Écoutez, oui. Alors, au pluraliste, tous les mercredis, on sort maintenant des points d'actualité. Cette semaine, on s'est intéressé à la fabrique des sondages et vous pouvez, alors nous, on est plutôt sur un financement participatif, donc vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet également. Et vous pouvez aussi soutenir la campagne si tout ça vous a plu sur notre page aussi. Et pas prendre tout l'argent. Merci encore pour nous avoir suivis et à très bientôt sur Twitch ou sur les autres supports. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.